Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de la voûte, nouveau format de mon podcast, la série Dungeon Synth. Qu'est-ce que la série Dungeon Synth ? C'est une suite d'entretiens, de discussions que j'effectue en micro avec mon ami, mon compère de toujours, Maxime de Lille. Pourquoi cette série ? Le Dungeon Synth est une musique que j'aime énormément et qui est, je pense, assez mal comprise, assez mal interprétée, assez mal perçue, en particulier par une part de la scène métal qui n'y voit pas autre chose qu'une espèce de musiquette un petit peu secondaire, voire très secondaire, vaguement accolée à la grande église black metal, une espèce de petite chapelle, un petit oratoire un peu insignifiant, collé à cette grande construction gothique qu'est le black metal. Ce n'est pas aussi simple que ça comme vous allez le voir. Maxime est un spécialiste du genre puisqu'il a composé du Dungeon Synth, qu'il a été actif dans la scène DS internationale et française d'ailleurs, pendant des années et des années, depuis 5-6 ans, qu'il a également monté un label de Dungeon Synth, qu'il fait un petit peu figure d'archiviste du genre peut-être. Maxime s'est prêté à l'exercice avec beaucoup d'enthousiasme et je l'en remercie, il a préparé ce dossier avec beaucoup de sérieux. La discussion qui va suivre vise à vous introduire au genre, d'une manière historique, en vous parlant un petit peu des piliers de ce genre musical, comment il est apparu, mais aussi d'une espèce d'analyse géographique qui est assez pertinente, qui se révèle assez cruciale quand on parle de cette musique. L'introduction dure environ 1 heure, un peu plus, on a discuté un bon bout de temps avec Max, je vais vous mettre des extraits en fond pour que vous soyez un petit peu baignés dans l'ambiance Dungeon Synth. L'objectif est que vous repartiez du podcast avec une meilleure compréhension du genre, des disques à écouter, des artistes à découvrir, et sera suivi un peu plus tard d'autres entretiens qui viseront à éclaircir des scènes nationales, des artistes à part entière qui méritent un podcast à eux tout seuls, des phénomènes du Dungeon Synth, des clés de lecture peut-être. L'objectif à terme, vraiment l'objectif plus global, la stratégie, c'est de brosser un portrait en français du Dungeon Synth de cette musique. Voilà, j'espère que l'initiative vous plaira, en tout cas Max et moi on a pris beaucoup de plaisir à préparer ça. Je vous laisse écouter, vous êtes sous la voûte. Premier invité de la voûte, premier entretien, et j'ai décidé de le mener avec une personne que je connais bien, histoire de me rôder un peu et de lancer une série de podcasts d'entretiens avec cette personne en particulier, qui seront donc dédiés au genre musical, qu'est le Dungeon Synth, un genre à la fois que tout le monde connaît de nom et que personne n'écoute, ou écoute peut-être pour de mauvaises raisons, ou même sans le savoir en fait. Alors cette série de podcasts que je vais nommer, je ne sais pas encore comment, aura comme objectif de faire découvrir aux profanes cette petite niche musicale, et afin de commencer à l'explorer avec vous, j'ai fait appel à un de mes compères de plusieurs années déjà, Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour. Salut, alors pour brosser un peu nos activités ensemble, on s'est connus vers 2015, si je ne me... 2016, je crois. 2016, tu as raison, c'était 2016. Tu avais fondé Eidnir Webzine. Tiens, parle-nous un petit peu de Eidnir, puisque c'est un peu ce qui nous a rassemblés en premier lieu. Oui, je l'ai fondé avec 2 amis en juin 2016. On était quelques semaines avant sur un autre webzine à la ligne éditoriale beaucoup plus large, donc ça allait dans tous les genres de métal et aussi un petit peu dans le rock dur, donc ça a été un bon tremplin pour moi parce que c'était ma première activité de rédacteur. Mais j'ai rapidement voulu faire quelque chose qui me ressemblait plus. Et voilà, on a fondé Eidnir Webzine à 3. Je suis rapidement resté le seul à bord. Et puis voilà, j'ai publié beaucoup de chroniques, quelques interviews, quelques live reports. Et puis assez rapidement, ça a intéressé quelques autres rédacteurs, dont toi, à l'automne 2016. Automne 2016, oui, à l'époque où j'habitais pas en France, et donc on n'avait pas pu se rencontrer avant plusieurs mois d'ailleurs. Ouais, je crois que c'était au Carnunos Pagan Fest. C'était au Carnunos de 2016. Ouais.
Enfin, 2017. Enfin, 17, du coup 17. je Ouais. sais plus à quelle période c'était, mais peut-être février, quelque chose comme Le ça. Carnu, ouais, c'était en février, ouais. Ouais. Mais du coup, pour faire un petit peu de mon côté, effectivement, j'ai rejoint Eidnir parce que j'avais entendu parler du magazine pour une raison qu'on ne va pas citer, mais dont certains se rappellent peut-être. Voilà. On n'en dira pas plus. Et un jour, alors que je connaissais du coup Max depuis peut-être 3 4 mois, que j'écrivais pour lui et qu'on discutait régulièrement aussi de musique hors article, tu m'as demandé si j'écoutais du Dungeon Synth et que c'était un truc qui te plaisait beaucoup en ce moment. Et j'ai réalisé quand tu m'en as parlé que j'en écoutais sans le savoir. Je connaissais le nom, la locution en fait, mais je ne savais pas que ça correspondait à certaines musiques, certains artistes que j'écoutais et que j'aimais beaucoup. Et là, tu m'as ouvert un peu les portes de tout un univers, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Il est Ouais, c'est ça. devenu très très large ces dernières années, mais Ouais, c'est ouais, vrai ouais, que très large, ouais. ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus restreint. C'est ça. Alors le programme du jour, c'est de définir un petit peu ce qu'est le Dungeon Synth et de faire un petit tour d'horizon des parrains du genre, des grands pontes du genre, de ceux qui étaient là avant les autres. Et assez logiquement, du coup, ça nous amène dans les pays nordiques, puisque le Dungeon Synth est né sous l'égide du black metal norvégien, enfin avant tout norvégien et puis un peu ailleurs dans les années qui ont suivi. Et on fera peut-être, on en parlait un peu hors micro tout à l'heure, en antenne, mais faire un épisode sur les origines ce qu'on pourrait appeler le proto Dungeon Synth, qui date d'avant ces années-là, et qui vient un petit peu d'ailleurs que les pays du Nord d'ailleurs. Oui, voilà, parce que c'est vrai que les albums dont on va parler pendant ce podcast, ils sont très majoritairement sortis dans la deuxième moitié des années 90. Ouais, Mais on peut trouver des émanations plus ou moins similaires bien plus tôt, et je pense notamment à Jim Kirkwood, évidemment, bien sûr. dont les premiers albums qui peuvent être considérés comme des albums de Dungeon Synth sont sortis à partir du début des années 90. D'accord, ouais. Ouais, ça pourrait donner lieu à un bel épisode, Oui, un épisode à il y part. a beaucoup à dire. Rien que sur Jim Kirkwood, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Si on veut se faire Kirkwood, on pourrait très bien faire 1 heure dessus, hein. Ah oui, facilement. Ah oui, oui, sans problème. Il y a tellement de choses à dire dessus que. Ouais. Oui. Alors, juste pour mettre un petit peu au clair, on parle de faire un épisode hors série Proto Dungeon Synth. On va vous parler aujourd'hui de la première vague Dungeon Synth et le nom, en fait, était assez bien renseigné pour le savoir parce que Maxime est le créateur de la page Wikipédia française dédiée au Dungeon Synth. Le nom ne date que de 2012 et donc les gens qui en faisaient, qui ont créé le genre en tant que tel, l'appelaient 2011, je crois. 2011, ouais. Mais du coup, Il me les gens semble. Je dont sais on plus, mais va. oui, c'est assez récent au regard des albums qu'on considère comme appartenant au genre aujourd'hui, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Donc, si on veut résumer un peu, il y a une scène qu'on pourrait appeler Proto Dungeon Synth, qui était avant un peu chaotique. La scène, entre guillemets, d'origine dont on parle là maintenant, dont on va parler dans les pays nordiques, et la scène en fait qui est un revival, qui est la scène actuelle et qui est la première à porter ce nom-là. C'est ça, Voilà. c'est ça. Mais écoute, je te lance pour commencer Dungeon Synth, 2 points, définition et origine. Bah, je précise déjà que, comme je l'ai mentionné juste avant, c'est un genre musical qui s'est beaucoup élargi, je trouve, ces dernières années. Et je pense que tu es bien placé pour le savoir dans la mesure où je me plains régulièrement auprès de toi de voir qu'on considère Oui, tel artiste ou tel album comme appartenant au genre. ouais, tu fais Bon, ça, oui. après, voilà, je suis pas là pour graver dans le marbre telle ou telle chose, mais selon moi, le Dungeon Synth doit avant tout être un genre musical électronique. Je pense que c'est un genre musical électronique, mais qu'on doit l'entendre. C'est pour ça que j'ai du mal parfois, même s'il y a évidemment d'excellents albums, à considérer les choses un petit peu trop propres, un petit peu trop folk comme appartenant au genre. Donc, j'aime bien sentir un petit peu la densité des claviers en fait quand j'écoute du Dungeon Synth. Et selon moi, c'est vrai que c'est la principale composante de ce genre musical. Ouais, on en parlait il y a quelques jours du coup, mais le Dungeon Synth pour toi c'est important qu'on ressente, qu'on assume le côté clavier analogique. Voilà, voilà, Voilà. exactement. C'est Alors qui. après, évidemment, il y a des albums que j'adore et qui sont pas old school comme ça au sens strict. Mais c'est vrai que personnellement, je reviens souvent à des choses plus traditionnelles, même si ça m'empêche pas évidemment de m'écouter un petit fief de temps en temps.
Bah moi je suis comme toi puisque en Dungeon Synth, moi j'en ai beaucoup écouté quand tu me l'as fait découvrir pendant 1 ou 2 ans. Mhm. Et puis j'en ai beaucoup moins écouté par la suite et j'y reviens un petit peu depuis quelques temps. Mais mes artistes de référence restent les premiers que j'ai découverts, mais aussi les premiers dans le sens historique du terme, dont tu vas commencer à nous parler puisque tout commence comme souvent en Norvège, n'est-ce pas? Comme souvent, oui. Comme souvent. Donc effectivement, on peut parler de Von Graven notamment, donc qui est le projet de Satyr, donc le frontman de Satyricon, un groupe de black metal qu'on ne présente évidemment plus, qu'on ne doit pas avoir à présenter en tout cas, Absolument. qui a sorti en 95 l'album Fjelltronen. Bon, tu sais à peu près de quoi est composé l'album, puisque tu lui voues un véritable culte. Bah moi c'est mon album de Dungeon Synth préféré, hein, tout simplement. Voilà, oui. C'est vrai que c'est un grand album. Je pense que j'ai moins d'affection pour lui que toi, mais c'est vrai qu'on ne peut que reconnaître sa qualité. Mais moi, j'ai parfois un petit peu du mal avec cet album parce que je le trouve parfois un petit peu hétérogène en fait, quand on fait un petit peu la somme entre guillemets de tous les titres. Même si évidemment il y en a qui sont incroyables. Et moi, je soupçonne un peu ces titres d'avoir été composés. Déjà, il a été composé à 2 mains, cet album, puisque c'est Satyr, mais c'est aussi Izan de Emperor qui est derrière. Mhm. Oui. Et puis, quand je l'écoute, je soupçonne les pistes d'avoir été enregistrées à différents moments, à Ah plusieurs oui, oui, mois oui, d'écart. À oui, mon c'est avis, c'est possible. des trucs qu'il a. En fait, l'album, je pense que c'est plus une compilation, au fond, que réellement un album qui a été composé sur une session un peu prolongée. Oui, c'est fort possible. C'est Ouais. fort possible parce que c'est vrai que d'un titre à un autre, les ambiances sont différentes. C'est ce qui me déstabilise un petit peu d'ailleurs. Quand on écoute l'album d'une traite, en fait, ça crève les yeux. Ceci étant, c'est un album qui est sorti en 95 et son contenu, comment il laisse pas de place au doute en fait. C'est vrai que même si voilà, les titres sont un petit peu variés, c'est vraiment un album fondateur du genre, et qui plus est qui est sorti en Norvège. Donc voilà, on aura l'occasion, je pense, de revenir sur les énormes ponts qui existent entre le dungeon synth et le black metal, mais voilà, on peut en voir déjà un premier exemple. Absolument. Et j'en profite pour dire que pour moi, cet album, c'est presque une espèce de manifeste du genre. Oui, Parce qu'il y a, il c'est y a vrai, tout, en oui. fait. Il y a un côté assez. C'est un album qui est très épuré, mais. Enfin, il est à la fois foisonnant et très épuré, mais il est épuré dans le sens où il est assez minimaliste malgré tout, mais il y a déjà dedans absolument tous les éléments qu'on retrouve après. Il y a ces claviers très lancinants, il y a le côté boucle, donc Mhm, beaucoup de répétitions sonores, un peu comme dans le black, justement. mhm. Il y a des chœurs simulés, alors qui sont pour le coup réels dans Von Graven, qui sont des vrais chœurs humains, mais qui sont souvent simulés avec des claviers pour le côté synth et le côté un peu éthéré dans la majorité des albums qui sortent encore aujourd'hui. Et puis, il y a quelque chose d'assez brumeux. En fait, le son analogique se prête assez bien, quand tu le réverbes, à faire quelque chose d'assez brumeux, parce que le côté granuleux de l'analogique rend très bien avec une reverb ou un delay pour occuper un peu l'espace, pour être un peu vaporeux, un peu... Et je trouve que cet album, il est intéressant parce que malgré tout, le son, il est quand même assez propre. Il est propre, c'est vrai, mais tu sens qu'il est sur bande et pas Il sur arrive à un... trouver un juste milieu, en fait, un bon équilibre pour que le son ne soit pas complètement immonde, mais pour qu'on ait quand même ouais, cette espèce de chape un petit peu au-dessus de nous qui nous fait nous dire bon, effectivement, le son, il est pas dégueulasse, mais voilà, on est quand même sur de l'analogique et ça fait parfaitement son travail. Bah, moi, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Et on aura l'occasion un peu plus tard de revenir sur 2 piliers norvégiens, mais qui mériteront un petit arrêt pour eux tout seuls à la fin du podcast. Donc on a bien dégrossi Von Graven pour la Norvège. On va passer alors pas le voisin direct, mais à un autre pays du Nord qui est la Finlande, qui nous tient tous les deux particulièrement à cœur en termes de black metal et même de musique en général, hein. Oui, oui, oui. Voilà, et Lunar Bomb. Moi, c'est. On a cité Von Graven, qui est mon album préféré du genre. Lunar Bomb, c'est mon deuxième album préféré du genre. The Sleeping Green. The Sleeping Green, et donc le troisième album, et c'est là que tu vas pouvoir nous parler un petit peu de la première distinction un peu stylistique que tu fais dans l'arbre Oui. généalogique du DS. Oui, alors Lunar Worm, c'est 3 albums entre 96 et 99.
Et c'est vrai que moi, sur le plan personnel, je considère que seul le deuxième album, en fait, est réellement Dungeon Synth, donc The Astral Grave, avec des ambiances qui sont pour le coup très médiévalisantes et des sonorités qui se prêtent quand même plus, enfin qui font en sorte que l'album se situe davantage sous la bannière du Dungeon Synth que les deux autres. Alors, The Sleeping Green, on peut revenir sur lui un petit peu plus tard, mais déjà le premier album, Planet, on voit déjà qu'il y a effectivement une grosse composante électronique, et c'est quelque chose qu'on voit peut-être moins en Norvège en fait. Ce qui est intéressant, c'est que pour préparer le podcast, je suis retourné écouter chaque album dont je pouvais parler dans ce podcast, et j'ai donc réécouté l'album Planet, donc sorti en 96, et dans les commentaires de la vidéo YouTube, il y a quelqu'un qui qualifie le premier titre de proto-vaporwave. Et c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'effectivement, quand on s'intéresse justement à la rythmique de ce premier titre, on retrouve exactement l'aspect un petit peu chill, un petit peu embué, rêveur qu'on peut retrouver dans la Vaporwave aujourd'hui. Et c'est assez intéressant de voir que, c'est un petit peu audacieux évidemment, mais qu'on peut faire un lien comme ça entre le Dungeon Synth, ou en tout cas un album considéré plus ou moins comme un album de Dungeon Synth en 96, et la Vaporwave qui est née 20 ans plus tard. Et qui a tendance à beaucoup plaire aux métalleux, et en particulier aux blackeux d'ailleurs. Oui, ça arrive, oui. Alors, je sais pas expliquer pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a un côté assez attractif. Je saurais pas trop dire comment. Bah la scène, la Vaporwave, c'est bien un dérivé de la Synthwave, si je ne m'abuse. Honnêtement, je sais même pas si on peut faire un lien vraiment. Bah, disons que la Vaporwave, déjà, j'ai du mal à considérer le genre musical comme étant 100% sérieux, déjà. Je pense que c'est... C'est ironique un peu, en fait, non? C'est un petit peu ça, ouais. C'est censé être une critique, en fait, de la société de consommation des années 80 à 90. Et on utilise beaucoup de samples de titres de synth-pop, par exemple, des années 80. On ralentit le titre, on peut rajouter des samples par-dessus, et c'est aussi un genre musical qui a une identité graphique extrêmement codifiée. Ouais, Et, c'est kitsch, assez bonbon, un peu... ouais, très rose, avec les vieux ordinateurs, des statues grecques, des dauphins, des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Ouais, des carrelages, oui, je vois très bien. Oui, voilà, exactement. Donc voilà, enfin, c'est juste, alors c'est une lecture comme une autre qu'on peut faire de l'album Planets de Lunar Womb, mais voilà, ça m'a semblé intéressant parce que je pense qu'on peut pas occulter le fait que le Dungeon Synth est un genre musical électronique, même si ça a un petit peu tendance à se perdre aujourd'hui, en tout cas chez certains artistes. C'est une vision des choses comme une autre, évidemment. Un genre, il est censé évoluer, et puis bon, c'est vrai que le Dungeon Synth, s'il évolue pas, je pense que d'une certaine manière, on peut faire une croix dessus. Donc je ne vais pas jeter la pierre à ceux qui estiment que les dérives, entre guillemets, folk, comme on peut l'entendre sur The Sleeping Green, font partie du genre. Voilà, et c'est là qu'on va pouvoir amener un point un peu intéressant, parce que The Sleeping Green, c'est aussi un album qui est assez court. On a dit qu'Ungraven faisait, enfin on l'a pas dit, mais je le dis, il fait une demi-heure, une grosse demi-heure. Ouais, c'est ça. The Sleeping Green, c'est un peu pareil, on est sur une grosse demi-heure, je crois aussi, enfin si je me rappelle bien. Et c'est un album qui n'a pas du tout... qui fait partie de ce bouillonnement Dungeon Synth initial, mais qui n'a pas du tout les mêmes saveurs que Ungraven, c'est moins sombre. C'est ce que je t'avais dit il y a quelques jours. Absolument pas sombre en fait. Ouais, c'est ça. De manière générale, dans la scène finlandaise, alors je sais pas du tout si on peut parler de constante ou de marque de fabrique, mais de manière générale, dans la scène finlandaise, c'est assez rare de trouver parmi les gros projets Dungeon Synth ou les projets de taille moyenne, c'est rare de trouver des ambiances vraiment très sombres. Mais c'est vrai que pour le coup, Lunar Womb, c'est aux antipodes en fait, parce que si on prend The Sleeping Green, on est sur un son extrêmement propre, presque orchestral en fait. Oui, moi quand je l'écoute, je pense toujours aux mélodies de Grieg, de Edvard Grieg. Oui, c'est vrai, vrai. Ça me fait penser à ça à chaque fois. Moi, ça me fait penser un petit peu à... Je sais pas si t'as déjà... Alors, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir sur le plan des mélodies, mais moi, ça me fait beaucoup penser au bande originale de Jeremy Soule, qui a fait... Skyrim.
Oui, voilà, Skyrim, Ah bah Oblivion, oui, ouais, je vois très bien ce que tu veux OK. dire, ouais. Alors on n'est pas à ce stade, à ce niveau, de musique orchestrale, mais voilà, si on compare ça à Van Graven, bah, ça n'a pas grand-chose à voir. Absolument, et c'est là qu'on peut amener aussi notre première différence stylistique, c'est que Sleeping Green, c'est vraiment quelque chose d'assez, presque d'un peu fleuri, hein. C'est un peu printanier, Ah c'est un oui, peu, complètement, complètement. on est dans C'est la vrai que forêt, il y a du soleil, c'est pas la nuit, quoi. oui, voilà, on est dans la forêt, on est plus dans une clairière plutôt que dans une forêt où les arbres, empêchent la lumière de pénétrer, il y a des fleurs, il y a, oui, volontiers des petits gnomes, Ouais, ouais, c'est ça. qui se promènent ici et là, mais oui, c'est vrai que, voilà, pour ces raisons, j'ai du mal à, à considérer que l'album fait partie du Dungeon Synth, même si évidemment c'est un album que j'aime beaucoup, qui est absolument magnifique et qui a joui d'un retour sur le devant de la scène avec sa réédition chez Tour de Garde en 2016. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui il est autant estimé. À juste titre, évidemment. À préciser que c'est un album qui, tout le long, a une guitare folk Oui. qui joue des arpèges de fond, qui donne aussi, qui participe beaucoup à cette ambiance très, très forestière. Mhm. Et c'est de là que naît aussi beaucoup le feeling folk de cet album. Et Oui. c'est là aussi que toi tu différencies le Dungeon Synth, qui est vraiment une musique de donjon, de tours hantées avec des claviers qui évoquent quelque chose d'assez minéral, au fond, ou d'assez aérien, Mhm. avec des groupes de ce qu'on pourrait appeler du folk ambient, qui ont quelque chose de plus... En fait, je reviens un peu à ma théorie des éléments, un petit peu plus terrestre, peut-être, un peu plus fleuri, un peu plus de l'humus, et un peu plus de l'eau aussi. Il y a quelque chose de plus de végétal, en fait. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, bah, c'est exactement ça. On en a longuement parlé de ce pseudo-genre musical appelé folk ambiant, mais c'est vrai que The Sleeping Green, ça incarne ça à merveille. Et on se l'est dit de nombreuses fois, on peut faire le même constat pour Fief, même si c'est pas exactement comme Lunar Womb pour le coup, mais ouais, ça fait partie de ces albums en fait qui sont estimés par les adeptes de Dungeon Synth, mais qui ne peuvent absolument pas, à mon sens, être comparés à, je sais pas moi, à un Hearthstall, à un Mystic Towers, à un Mausolei, ce genre de choses. Je comprends assez bien ce que tu veux dire. Et avant de passer au dernier pays les trois du Nord, je te signale que j'ai écouté sur tes conseils Ya Abortit il y a quelques jours là. Oui, j'espère que t'as aimé. Mais j'ai Ouais, adoré ça et m'étonne pas. j'ai beaucoup aimé. Et effectivement, tu me disais que pour toi, c'était un des premiers représentants d'un genre, un second sous-genre du coup du Dungeon Synth qu'on peut Mm, appeler, enfin qui se fait appeler depuis quelques années le Winter Synth. c'est ça. Et on est en plein dedans. On est en plein dedans parce que c'est des touches de clavier assez cristallines qui évoquent beaucoup l'hiver, hein, vraiment, c'est assez glacé. Il y a des espèces de chœurs au fond. J'ai plus les pochettes en tête. Je Ah pense que, bah, on est en bah, plein dedans là. donc oui, alors je pense que je t'avais parlé des deux premiers albums, Kawan Koskematon et Alkilomisen Metsan. Et il me semble que la pochette de Kawan Koskematon montre justement un paysage hivernal. De mémoire, il me semble. Oui, oui, exactement, Oui, je te le confirme. c'est ça. Ouais. Et donc le Winter Synth, rapidement, terme tout à fait empirique aussi, hein, qui n'a rien d'académique ni rien, mais c'est ce Oui. qui se... De Enfin, toute façon, il n'y a pas grand-chose d'académique avec le Dungeon Synth, je il y a pense. surtout, il y a rien d'empirique du tout. Oui. Mais comme le nom l'indique, c'est du Dungeon Synth un peu froid, un peu glacé, mais qui vise à évoquer des étendues glacées de l'hiver. Et pour moi, le meilleur représentant du genre, c'est Orna Torpets, qui est suédois, Mhm. et qui est plutôt récent, mais qui a sorti son avant-dernier album, qui est excellentissime, et qui, pour moi, c'est le meilleur album du genre. Et Witch Tomb aussi, qui est cool, et qui est américain, je crois. Ouais, Witch Tomb, c'est très très bon. Ouais. Bon, on passe du coup à la Suède, qui est moins important pour ce genre musical. Oui, en tout cas, pour ces années-là, c'est vrai que j'ai fait quelques petites recherches pour essayer d'élargir un petit peu, Mm. mais c'est vrai que pour le coup, j'ai moins de références que pour la Norvège ou la Finlande. Alors après, c'est une affaire de goût, évidemment, mais c'est vrai qu'on peut citer Grimm, on peut citer Conjure de Tuba Fomet. C'est des groupes qui ont pu plus ou moins revenir sur le devant de la scène avec le courant revival, mais on ne m'enlèvera pas de l'idée que le seul intérêt qu'ont ces projets et leurs albums, c'est le fait d'avoir fait partie des pionniers en fait. Je pense que si ces albums sortaient aujourd'hui,
on les écouterait pas. Ou en tout cas, ils auraient absolument pas le même relais au sein de la communauté Dungeon Synth. Ceci étant, on peut éventuellement parler de Winter Moon, qui a sorti 2 albums en 95 et 96. Alors c'est un petit peu dur de alors, ne serait-ce que d'écouter en fait les albums. J'ai pas spécialement regardé pour se les procurer, hein, parce qu'on peut évidemment dire que dans le dungeon scene, comme dans de nombreux genres de métal, la communauté est très matérialiste et les cassettes s'arrachent à une vitesse folle à chaque fois qu'un album un minimum qualitatif sort. Mais c'est vrai que voilà, Winter Moon, je pense que c'est facilement l'un des meilleurs projets en Suède pour les années 90. Ça reste assez conventionnel pour le dungeon synth de cette période, avec voilà, des plages de clavier old school, un son un petit peu texturé, mais en termes de qualité, je pense pas que ce soit comparable aux scènes norvégiennes et finlandaises. Surtout que moi je corrèle ça, comme je te l'avais dit il y a quelques jours. Von Graven, Satyricon, Lunar Womb, on l'a pas dit, mais Lunar Oui, Womb, c'est Henri Sorvali qui est derrière, donc le c'est ça. guitariste de Moonsorrow et de Fintroll. Il me semble pas que les projets suédois de Dungeon Synth soient adossés à des groupes de black d'envergure. Non, alors on en parlait justement ces derniers jours parce que tu me demandais, je crois, pour Conjured, je crois que j'avais dit pour Conjured to Baphomet que l'artiste avait également un groupe de black metal. J'ai écouté son groupe de black metal, c'est mauvais et c'est un euphémisme, crois-moi. Ouais, voilà. Bon, maintenant, là, quelque part, on a un peu Alors notre bon, réponse. on le mentionne parce que voilà, on peut à nouveau souligner le lien entre les deux genres musicaux, mais c'est vrai que bon, je pense qu'encore aujourd'hui, on peut voir beaucoup d'artistes s'essayer aux deux genres musicaux, mais c'est rarement avec réussite dans les deux cas. C'est rarement avec réussite dans les deux cas, et en fait, il me revient là de manière fugace à l'esprit qu'il y en a un en Suède qui s'est essayé qui avait un groupe de black très connu et qui s'est essayé à de la musique électronique, un peu de John Synth sur les bords. Et Mhm. c'est John Nordvade de Dissection Ah oui. qui avait son projet de Infernally qui était nullissime. Il n'y a pas tellement d'autres mots, donc il était meilleur à la guitare qu'à son clavier. Donc ils doivent pas avoir de talent pour ça, c'est pas dans leur code génétique aux Suédois. Bah, je pense que faire du dungeon synth, c'est peut-être un petit peu plus facile que faire du black metal. Alors après, tout dépend de enfin, à quelle branche du dungeon synth on souhaite s'accrocher, mais bon, c'est vrai que si on veut faire du dungeon synth assez, comment dire, assez minimaliste, donc vous voyez cet adjectif juste avant, c'est exactement ça, hein. Il y a tout un pan de la scène qui est très minimaliste et qui marche très bien à mes yeux. Mais c'est vrai que faire du black metal, bon, c'est quand même un petit peu plus compliqué, je pense. On parlera un peu de le problème de la facilité du dungeon synth un peu plus tard. Mhm. Pour l'instant, je voudrais justement te lancer sur quelques thématiques un peu plus larges qui concernent cette musique, en t'adressant en fait un peu presque des attaques ou des questions un peu directes qu'on peut avoir sur le genre musical et qu'on lit beaucoup, que moi je lis beaucoup depuis quelques années. La première d'entre elles étant, qu'est-ce que le dungeon synth, sinon un enchaînement d'intro et d'outro ou même d'interludes d'albums de black metal. Bah, à l'origine, c'est ça. À l'origine, c'est ça. Ou en tout cas, enfin, chez tous ces projets dont on parle, c'est ça. Alors, Lunar Womb, évidemment, voilà, c'est un projet à part entière de Dungeon Synth, plus ou moins. Mais c'est vrai que ce qu'on garde du Dungeon Synth, ou à l'époque on appelait ça Dark Ambient, bah, c'est vrai que voilà, ce sont des titres, souvent des titres d'introduction qui étaient présents sur les albums de black metal. Alors, on aura l'occasion d'en parler une prochaine fois. Il y a des artistes qui n'ont fait que ça, et avant les albums dont on peut parler. On a cité Jim Kirkwood juste avant. Mais pour le commun de la scène black metal, je dirais pour le commun des adeptes black metal, bah c'est vrai que le genre musical, il a du mal à sortir de cette case, et je peux comprendre parce que on en parlait juste avant, c'est un genre musical qui, surtout à l'époque, pouvait se montrer extrêmement pauvre sur le plan technique. Et c'est vrai que voilà, inévitablement, on peut considérer ça comme un sous-genre musical. Bah, sous dans le sens... Oui, voilà, sous dans ouais, le sens
qui ne peut pas être considéré comme un genre musical à part entière. Bah, d'ailleurs, il y a quelques années, on discutait, je me rappelle, et on était plus ou moins tombés d'accord pour dire que le DS était qu'un demi-genre musical, que c'était plus une sphère, presque un fandom, ou une Ouais, sphère c'est nerd, exactement ça, ouais. plus Surtout qu'un ces réel genre dernières années. musical. Surtout ces Surtout depuis, dernières années. surtout depuis quelques années, ça c'est bien vrai, ouais. Ça c'est tout à fait vrai. Euh, On évoquait aussi il n'y a pas très longtemps le fait que c'est une scène qui est faite de gens extrêmement jeunes. Je pense que la moyenne d'âge des acteurs de cette scène, qu'ils soient musiciens, labels, tout ce qu'on veut, ça doit être autour de 25 piges. Hein. Ça doit être ça, oui. Alors je suis un petit peu moins ce qui se fait de ces dernières années, mais oui, c'est vrai que j'étais présent sur les différents groupes Facebook, je suivais un petit peu les forums sur le sujet. C'est vrai que ouais, on est sur ouais, entre 20 et 30 ans en moyenne, je pense. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. Je pense que dans le Dungeon Synth, on retrouve beaucoup de nostalgie, je pense, pour les bandes originales de vieux jeux vidéo, de vieux films, des dessins animés même éventuellement, parce que je pense qu'on peut pas occulter le fait que le Dungeon Synth et qu'elle a quelque chose de très enfantin finalement. Ah bah oui. Alors, on s'éloigne peut-être un petit peu des, euh, des considérations un petit peu sombres du genre, mais si on parle de projets comme Lunar Womb, justement, si on parle de Darkstroll en Russie, si on parle de Rabor, toujours en Russie, bah, si on écoute ces albums, parfois on a presque l'impression de se trouver face à des petites comptines en fait. Donc il y a beaucoup d'albums comme ça qui font appel à des souvenirs presque. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire, et ça me rappelle que d'ailleurs en Finlande, il y a un très gros projet black metal finlandais qui a également un gros pied, même si c'est pas de manière explicite dans le DS, c'est ce bon vieux Werewolf de Satanic War Master, Mhm. qui dans tous ses albums, t'as un interlude ou des passages qui sont purement Dungeon Synth. Oui. Et lui, on le sait pour le coup, à fond dans les vieux jeux vidéo, à fond dans les vieilles BD de fantasy, à tel point que sur son album The True Werewolf, qui est sorti il y a un an là, et qui est excellent, Mhm. il reprend le thème de Castlevania version black metal. Oui, voilà. Voilà, avec des... C'est une illustration, enfin c'est un exemple qu'on peut donner effectivement. Ouais, pour moi, ça... À chaque fois que j'écoute, je suis persuadé que ce mec-là sortira un jour un album de Dungeon Synth ou un truc comme ça. Et je pense aussi, tu vois, t'as sûrement remarqué que depuis un an ou deux, il y avait un nouvel essor du black metal un peu symphonique à la Emperor en Finlande. Je t'avoue que j'ai pas Les vraiment trucs à fait la attention. Vargrave, tous ces machins-là. Ah oui, oui, d'accord, ok. Et qui ont aussi Faustian Pact, tous ces groupes-là, et qui ont Ouais. vraiment également, et puis ce groupe qui a un nom tiré des Légions Noires, là, Warmoon Lord, et à chaque fois, t'as au moins un ou deux interludes ou outros qui sont en fait du DS. Mhm. Ah, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui, effectivement. Bah encore beaucoup maintenant, surtout en Finlande, plus qu'ailleurs, je trouve. Ils ont toujours un train d'avance, les Finlandais. Toujours les Finlandais. Écoute, j'avais d'autres petites questions à t'adresser. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te disent faire du Dungeon Synth, en fait n'importe qui peut le faire. Il suffit d'avoir des mains, un clavier et un logiciel de mixage milieu de gamme. Bah, je suis complètement d'accord et j'en veux pour preuve que j'ai fait du Dungeon Synth et que ça a plutôt marché. Alors à mon échelle évidemment, mais je n'ai jamais fait de musique de ma vie ou très vite fait de la guitare et c'est vrai que oui, j'ai un clavier tout à fait modeste sur lequel j'ai pianoté quelques trucs qui ont intéressé des labels à l'époque. Et pourtant, voilà, j'ai jamais vraiment fait de musique. Bon, voilà, j'ai fait de l'assemblage de mélodies plus ou moins pertinentes, et puis ça a fonctionné. Donc, et puis aussi dans mes goûts, je vois qu'il y a des albums qui, sur le plan technique, représentent un intérêt proche du néant. Je pense notamment, je donne toujours ce projet à titre d'exemple, mais le projet américain Snarling Clearing, qui a sorti une espèce de démo, je sais plus en quelle année, peut-être en 2015 ou 2016, qui s'appelle Bastard's Prison, je crois. Et les titres sont d'une pauvreté absolue. Et pour autant, je trouve qu'il y a quelque chose d'infiniment plus profond dans ces titres. Alors je vais dire profond et pas aérien, parce que pour le coup, on est sur des sonorités assez drones et rampantes.
Mais voilà, l'album ne présente absolument aucun intérêt sur le plan technique, et pour autant, c'est un album que j'aime beaucoup. Donc, oui, le Dungeon Synth, même si c'est absolument pas quelque chose qu'on peut généraliser, et parfois un genre musical aura des pâquerettes sur le plan technique. Et je pense que beaucoup d'albums qui ont marché depuis un moment, du coup, ont été faits par des mecs qui n'ont pas beaucoup de connaissances musicales. Ah bah moi je suis bien d'accord avec toi. C'est d'où aussi le côté demi-genre musical. Oui, voilà. Et d'ailleurs, moi ce qui me marque à chaque fois que je passe un coup sur les groupes Facebook dédiés au Dungeon Synth, c'est qu'il y a un côté cache-misère visuel. Ah oui. On fait très attention à ces couvertures d'albums. Parfois non, mais on va pas en parler parce que Ouais, mais le visuel a un rôle il a un très à part. rôle, oui. Très à Oui, part dans le DS, en particulier le culte de l'objet cassette. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, si tu vas sur Bandcamp et que tu vas faire un tour dans la catégorie Dungeon Synth, enfin tu sais, tu vas dans les tags et tu regardes tous les albums qui sont étiquetés Dungeon Synth par les artistes, des fois tu vois de sacrées horreurs quand même, hein. Et d'ailleurs, parfois, il faut se forcer un petit peu parce que tu vois des artistes qui ont un réel talent sur le plan musical, toute proportion gardée, puisqu'on parle de Dungeon Synth, mais tu vois en fait des pochettes qui sont absolument immondes et tu te forces à écouter voilà, par curiosité, et tu tombes vraiment sur des albums qui sont très bons. Donc c'est vrai que voilà, on a les deux cas de figure en fait. On a des albums très bons mais qui souffrent d'une pochette vraiment douteuse ou de mauvais goût. Et à l'inverse, on voit des albums moyens qui sont adulés parce que leur pochette a été réalisée par un artiste qui s'y connaît un petit peu, qui fait de belles choses. Et donc oui, c'est vrai que l'aspect graphique a un rôle considérable dans le Dungeon Synth. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve l'aspect graphique encore plus codifié que dans le BM. Par exemple, sans déconner, je pense que toute l'œuvre entière de Kittelson, par exemple, ou de Bauer, a été pillée. Ah oui, oui, oui. Ah bah ouais, non mais c'est impressionnant. Je pense même que j'en ai été réduit à ça une fois. Je sais plus, ça me dit quelque chose. Mais Non, oui, je crois pas. Tout le monde, si, je crois, avec Ménestrel. Ah, avec Ménestrel peut-être. Mais oui, oui, c'est Gustave Doré également. Doré également, mais ça, bon, les Black l'ont fait des années avant, donc ça compte pas. Mais... Ouais. Alors moi, j'avais encore 2 ou 3 trucs à te demander. Toi, si tu devais dire à quelqu'un le Dungeon Synth, malgré tout ça, tu vois. En gros, là, bon, on a fait un topo, on a un petit peu dégagé quels étaient des piliers du Dungeon Synth, des grands artistes. On a un petit peu... on a aussi un petit peu levé un coin de voile sur les défauts que peut avoir ce genre, les faiblesses, en fait, que peut avoir ce genre, qui est un peu... qui d'un point de vue musical est réellement un peu anémique, en fait, on va pas se mentir. Oui. Donc qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui sait vaguement ce que c'est et qui a beaucoup d'idées préconçues dessus qu'est-ce qui va t'intéresser toi? Pourquoi tu devrais en écouter en fait? À quel moment il faut que tu te dises dans ta journée, tiens là, j'ai besoin d'écouter du Von Graven, tu vois? Je pense que pour aimer le Dungeon Synth, il faut avoir une certaine appétence pour la musique qui a un petit côté intemporel en fait. Parce que je pense que ce qui fait que le Dungeon Synth marche, c'est qu'il permet parfois de complètement déconnecter en fait avec la réalité. Si tu te passes un bon album, un album que tu apprécies vraiment, avec des ambiances qui sont travaillées et qui permettent vraiment de s'évader, tu coupes complètement en fait avec la réalité. Et je pense que c'est ce qui fait que le genre musical marche aujourd'hui. Moi, si je vais écouter si je vais écouter Edge Wizard par exemple, le temps de l'écoute de l'album, je suis plus à Lille en 2021, je suis ailleurs et quelques siècles plus tôt. Donc je pense que c'est ce qui fait que le Dungeon Synth marche aujourd'hui. Et voilà, je conseillerais tout simplement à cette personne de trouver chaussure à son pied et puis de se laisser aller, tout simplement. Je suis d'accord avec toi, ce qui m'amène à... Parce que je me doutais bien que tu allais me répondre quelque chose comme ça. Mais du coup, pour moi, le Dungeon Synth, non mais justement, je fais un lien avec un truc que je voulais amener. Je sais pas si tu as écouté mon podcast sur l'imaginaire que j'ai sorti il y a un mois.
Je l'ai pas écouté en entier. Alors je sais pas si j'ai écouté le passage dont tu vas me parler. Alors je crois que j'en parle au début, alors ça va peut-être te dire un truc. Tu sais, je parle de la fantaisie d'évasion. Ouais, ça me dit quelque chose. En disant, alors moi j'ai un souci avec la fantaisie qui est un peu justement, j'ai du mal avec ce que j'appelle la fantaisie junk food, qui a pour simple but, on va dire, de te caler le ventre, parce que tu veux juste échapper ailleurs, parce que t'en as marre de ta petite vie dans ton appartement, et Mhm. du coup tu lis ça en sachant que c'est pas trop de qualité, mais c'est un peu l'évasion à moindre prix, tu vois. C'est un peu, tu prends un Ryanair pour aller en terre du milieu, tu vois. Il y a un aspect un peu comme ça. Est-ce que le Dungeon Synth, y a pas un petit peu ce côté-là, ce côté évasion un peu facile, mais pas très profonde en soi. En fait, moi, ce que je reproche à la fantasy, c'est de produire 99% d'œuvres qui sont de la junk food littéraire, qui permet juste d'aller rêver un petit peu, mais des rêves un petit peu bas de gamme, entre guillemets, et de produire 1% d'œuvres réellement intéressantes qui misent pas tout sur le côté pur plaisir immédiat. Moi, le Dungeon Synth, je le lis aussi un petit peu comme ça. C'est une musique qui est fondamentalement pas très profonde, un peu juvénile justement, qui veut te faire passer un moment sympathique et agréable, mais un peu surfacique, et qui parfois, à de rares occasions, sur certains albums, peut avoir un truc plus profond, peut évoquer des choses plus anciennes peut-être, ou plus charnues. Bah, je pense que on peut faire le même constat pour la musique et pour la littérature. Il faut avoir entre les mains du travail de qualité. Donc, tu prends l'exemple de la littérature, bah forcément, il faut avoir un auteur qui sait manier un minimum les mots, qui a une belle plume. Alors, encore une fois, on revient à la question des attentes et des exigences. Je pense que dans la littérature, donc dans la fantasy comme dans le Dungeon Synth, bah, je pense qu'il y en a qui n'ont pas des attentes très élevées et qui se laissent facilement porter sans forcément se creuser la tête plus que ça sur la qualité de ce qu'ils ont dans les oreilles ou entre les mains. Et à l'inverse, t'as des gens qui sont plus facilement attentifs à ce genre de choses et qui remarquent facilement si le livre qu'ils ont entre les mains est écrit avec les pieds ou si l'album qu'ils ont dans les oreilles a été fait à la va-vite et justement avec pour seul but de faire s'évader les auditeurs sans pour autant travailler les ambiances par exemple plus que ça. Et moi je précise que mes propres, parce que moi aussi j'ai eu un petit projet Dungeon Synth à une époque, qui est en veille mais que je ressusciterai un jour ou l'autre, je considère qu'il est très très largement qu'il participe de cette définition de musique un peu d'évasion, un peu facile. C'est des albums, et je pense que c'est aussi pareil pour toi, quand on faisait nous du DS, on en faisait surtout pour nous, en fait, pour nous-mêmes. Mhm. Oui, oui, Et oui. la preuve c'est qu'on s'est tellement pas fait chier qu'on a fait 2 splits ensemble, donc... Ouais, bah c'est vrai que moi, dans mon cas, je voulais m'essayer un petit peu à ça parce que j'ai rapidement vu que certains albums marchaient sans pour autant être dotés d'un fond technique absolument débordant. Alors j'ai sorti des trucs atroces, hein, j'ai sorti des trucs que je désavoue complètement aujourd'hui, Et je sais de quoi tu parles. mais bon, c'est vrai que voilà, malgré tout, on a réussi à faire des choses qui ont plus ou moins marché, à leur échelle en tout cas, alors que voilà, sur le plan technique, c'était pas très travaillé, quoi. Bah non. Est-ce que tu penses qu'il y a au monde au moins une seule personne qui vit du Dungeon Synth, qui vit de sa musique Dungeon Synth? De ça à un artiste. Ouais. Pff, Bah j'ai envie de dire un truc, mais du coup ça va introduire le dossier d'après. je t'en prie. Bah Mortis. Ouais. Bah. Après, est-ce qu'on considère que Mortis n'a fait que du Dungeon Synth? Parce que Et si on prend toute sa musique, oui, peut-être qu'il en vit. Mais si on ne dégage que les albums Dungeon Synth, bah, ça doit pas représenter grand-chose dans ses revenus financiers. bon bah allez, ouvrons le dossier Mortis du coup, parce que je voulais garder pour la troisième partie de ce podcast le deux piliers norvégiens qu'on n'a pas cités exprès au début et qui méritaient une partie à eux tout seuls. Le premier étant Mortis, donc Mortis, j'ai plus son réel nom en tête. Alors si tu me l'as mis, Havard Elfsen. Ovard Elefsen, ouais, c'est ça. Voilà. Ce monsieur était bassiste chez Emperor à l'origine, et joue de la basse et a composé pour une démo et un EP d'Emperor, et joue dessus, avant de se tirer parce que ça l'intéressait plus, et de fonder, même un peu avant de se barrer je crois, son propre projet à lui, qui s'appelle donc Mortis, qui est très particulier on peut le dire,
Le monsieur, Oui. en plus, n'a pas que Mortis, on en parlera un petit peu après. Oui, on aura l'occasion Euh, d'y revenir. alors, Mortis, c'est particulier parce c'est sûrement, entre guillemets, entre trois portions de guillemets, le plus gros artiste Dungeon Synth au monde. Oui, Mais il n'a pas fait que ça, non. du tout, loin s'en faut, et surtout, toi comme moi, on trouve ce qu'il fait assez chiant. Oui. Alors, je vais rajouter quelque chose que je n'avais pas forcément développé quand on en avait parlé il y a quelques jours. Je pense que Mortis est une bonne introduction au Dungeon Synth. Parce que Ah, ça reste accessible. Mais je trouve que son rôle s'arrête là, en fait. Si on veut pousser un petit peu plus loin, je pense qu'on s'aperçoit rapidement que ces albums sont, comme tu dis, assez pauvres et chiants. Voilà. Ça reste nos avis. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'auditeurs de Dungeon Synth qui aiment beaucoup ces albums. Et je peux le comprendre, mais ouais, ça reste assez plat et assez fade en bouche, je trouve. bah, je suis d'accord avec toi, sachant qu'en plus, il faut s'y retrouver, puisque Mortis, sa carrière est divisée en plusieurs ères. Oui, ah oui, en plus. Voilà, je sais même pas s'il compose encore d'ailleurs. Je crois qu'il a sorti un album il y a pas longtemps. Je saurais plus te dire quand exactement. Et je pense que ça a été plus ou moins relayé au sein de la communauté Dungeon Synth. Donc probablement qu'il y avait quelques touches Dungeon Synth qui pouvaient convenir à la communauté, mais j'en sais pas plus. J'ai pas Ouais. écouté l'album. Et en général, quand j'écoute Mortis, c'est vraiment les tout premiers. À noter que Mortis a un petit regain d'intérêt depuis un an, puisqu'il y a eu de très belles rééditions qui ont été sorties, C'est vrai, illustrées par le sémillant David Thierry, national, n'est-ce pas? tout à fait. Voilà, donc il a. Alors moi, c'est ce qui m'a fait réécouter un peu Mortis il y a quelques mois, alors que j'avais pas réécouté depuis des années. C'est vrai que décidément, moi, ça me parle pas. On disait quelques jours, en tout cas la première ère de Mortis, qui est son ère purement Dungeon Synth. C'est beaucoup de cuivre. Ouais. En fait, ça se veut orchestral et pompeux, mais ça sonne poète-poète parce qu'il y a très peu de moyens. Bah, moi, je trouve qu'il y a. Alors, ça me va bien de dire ça parce que juste avant, je t'avais vanté les mérites du Dungeon Synth un peu drone, mais je trouve que chez Mortis particulièrement, l'absence de réelle mélodie en plus de ces cuivres justement, bah ça dessert complètement les albums. Je trouve qu'il manque un truc en fait quand j'écoute Mortis. Alors, euh, quand je lance une playlist Dungeon Synth et que ça tombe sur Mortis, je vais pas changer de titre. Euh, je vais pas changer de titre par aversion pour le projet, mais c'est vrai que c'est pas le truc que je vais écouter par moi-même parce que ouais, je trouve qu'il manque quelque chose pour que ce soit vraiment. On sent qu'il y a une bonne base, mais on a l'impression que ouais, il manque quelque chose. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, à chaque fois que j'écoute Mortis, je me dis beaucoup de bruit pour rien. Oui, Littéralement et ah oui, oui, oui. métaphoriquement. C'est vraiment, pour moi, c'est l'archétype du projet qui est surcoté en fait. Ouais. Ouais, ouais. Et puis même, sa musique, en fait, est assez... presque un peu tapageuse, hein. C'est pas minimaliste, en fait, Mortis. Bah, c'est pas minimaliste et en plus de ça, c'est pas non plus. Alors, il va pas chercher dans le grandiloquent pour autant, mais il arrive, il arrive, enfin on va dire qu'on s'acharne, hein, mais il arrive à trouver une espèce de juste milieu chiant. C'est-à-dire qu'il s'engage un petit peu nulle part. Il a le cul entre deux chaises, sauf que voilà, il a le cul entre deux chaises et à l'arrivée il a le cul par terre alors qu'il aurait pu être très bien sur l'une de ces deux chaises à proposer quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Bah, je vois ce que tu veux dire, et je souscris tout à fait. D'autant que pour moi, ce qu'il a fait de mieux, du coup, c'est un de ses projets, c'est un autre projet de Monsieur Elefsen, qui n'est pas Mortis, mais qui est Fata Morgana, avec l'album éponyme, qui est pour le coup, je pense que c'est un album qui a été plus réfléchi, Mhm. il a une atmosphère plus médiévale, mais moins fantastique, plus éthéré, plus grégorien, presque un peu gothique, hein. Oui, oui, oui. Oui, et puis on a aussi des titres presque enjoués sur cet album, donc qui est l'album éponyme du coup de Fata Morgana, le seul album de Fata Morgana qui a sorti également une autre, je sais pas si c'est une démo ou un EP, mais quelque chose de complètement différent sur Ah oui, lequel on le pourra fameux. peut-être s'attarder, mais c'est vrai que voilà, l'album éponyme de Fata Morgana tranche un petit peu avec ce qui a pu être fait sur Mortis, et voilà, à mes yeux aussi, je trouve ça beaucoup plus intéressant. C'est bien meilleur, c'est très 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 Dead Can Dance, hein. Oui, non, je Ouais. te fais confiance là-dessus, tu connais beaucoup mieux que moi. Ah bah moi en plus j'ai tout réécouté en boucle là pendant 2 semaines pour préparer un podcast, alors là j'ai tout en tête. Mais ouais, c'est très Dead Can Dance. Donc alors pour finir un peu sur Mortis,
Dans la seconde partie, fin début 2000, il a complètement vrillé. Je pense que c'est le mot scientifique qu'on peut... Voilà, le Alors, gros vrillage. je connais extrêmement mal cette période, mais oui, oui, je pense qu'on peut dire ça, effectivement. Bah, moi, ma théorie, c'est vraiment que, je t'en avais parlé, hein, mais que Matrix est passé par là et qu'il a mélangé Ouais, sa musique d'avant avec de la musique plus synthétique au sens plus électronique, mais assumée, plus cybernétique, cyberpunk un peu. Alors Mortis en plus a un aspect visuel très prononcé parce qu'il a un déguisement un peu de troll avec un gros nez en ouais, prothèse. très kitsch en plus. Ouais, très... comment il s'appelait ce vieux film avec des poupées là, et ils en ont fait Dark Crystal. Ah oui, Il y a vraiment un côté Dark Crystal avec des espèces de dreadlocks, voilà, enfin un front énorme, enfin tout blafard. Alors ça c'était son personnage de sa période, on va dire médiévale Dungeon Synth. Et il y a cette photo assez connue de lui à sa période plus Matrix Era 2, on va dire, où on le voit avec ce costume dans une baignoire remplie de dollars. C'est... tu te posais la question de savoir s'il en vit. Bon, bah. Et voilà, mais je pense que la réponse est claire, il en vit. Voilà, donc Mortis à écouter pour la culture, mais pas plus que ça. Ouais, voilà, c'est une bonne introduction, je pense. Moi, je comprends les gens qui aiment, mais bon, voilà, c'est pas trop ma cam, c'est pas trop ta cam non plus. Bon, voilà, c'est important de le mentionner parce que voilà, c'est un projet qui est important, qui a une longue carrière, même si tous les albums ne sont pas forcément bons à mentionner si on parle de Dungeon Synth, mais voilà, ça reste intéressant. On est bien d'accord. Et on va passer au dernier pilier de ce podcast, parce qu'il faut bien parler de l'éléphant dans la pièce. On va pas tellement l'appeler autrement. C'est Monsieur Varg Vikernes de Burzum. Tout à fait. Et là, bah, je te laisse commencer parce que tu connais. J'ai beaucoup écouté Burzum, la partie black comme la partie ambiante de Dungeon Synth. Mhm. Mais tu as plus écouté que moi la partie Dungeon Synth. Donc je pense que tu peux te lancer. Oui, alors, en Dungeon Synth au sens strict, chez Burzum, pour moi, il n'y a que l'album de 97 qui est d'Audi Baldr. Ceci étant, on voit que, alors chez toi, chez moi, au sein de la communauté Dungeon Synth, que d'autres albums sont également très populaires, sans parler de black metal. On a l'album Litzkalf de 99, qui est assez populaire, qui a peut-être un titre vraiment Dungeon Synth. Les autres sont beaucoup plus ambiants et écrasants par leur aspect sombre. Mais plus récemment, on a aussi le duo Solostan Manivestan et The Ways of Yore, donc, qui sont sortis en 2013-2014, hein, donc c'est Oui. beaucoup plus récent. Mais voilà, on a vu que Varg a comme souhaité revenir à quelque chose de... Ouais, d'un petit peu plus léger en fait, musicalement. De plus léger, mais pour moi, pour autant, vraiment, quand j'écoute Burzum sans faire de différence entre sa période black et sa période DS, pour moi, il a une manière de composer du black qui est la même que celle pour le DS. C'est dans les deux cas, c'est... Je trouve ça extrêmement proche. Je vois pas même de réelle différence à part la tonalité du son. Mais dans la manière de composer, pour moi, c'est très 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 proche. Bah, c'est vrai que dans un sens, ces albums faits au clavier, on peut même voir ça, alors de manière très audacieuse, comme du black metal fait avec des claviers en fait, parce que c'est vrai que on voit vraiment qu'il y a l'ADN Burzum sur ces albums-là. Ah bah oui, très clair. Même, et ça marche aussi à l'inverse, hein. Tu prends Philosophem, t'enlèves les guitares, tu les remplaces par des claviers. Oui. Oui. Déjà que l'album est composé très majoritairement de claviers, enfin pas majoritairement, mais ils sont très très présents. Et j'en veux pour preuve qu'au sein de toute la scène Dungeon Synth depuis des années, il y a une pelletée incroyable d'albums hommages à Burzum qui sont sortis. Et alors bon, on leur accorde le crédit qu'on veut bien leur accorder évidemment, parce que c'est vrai qu'il y en a tellement qui sortent que voilà, il y en a tout un paquet qui sont vraiment oubliables. Mais on voit que les artistes de Dungeon Synth reprennent aussi bien les titres ambiants que les titres black metal. Donc ça veut dire que quelque part, en remaniant un petit peu ces titres black metal à la sauce Dungeon Synth, on arrive à un résultat qui se rapproche beaucoup de ce qu'on peut entendre sur les albums ambiants de Burzum, justement. Ouais, je vois très très bien ce que tu veux dire. Il me semble avoir entendu justement en particulier une refonte totale du premier EP de Burzum, du premier album de Burzum, pardon, version Dungeon Synth, et ça sonnait... Alors, ça sonnerait pas aussi bien que si Varg le faisait, évidemment, mais oui, bien sûr. Mais on sent que ça colle, en fait. L'idée musicale colle, Oui, voilà. et est valide. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
On peut rajouter aussi le fait que dans ses derniers albums ambiants, enfin les 3 derniers, enfin les 2 derniers plus la compilation de tout ce qui lui restait en stock, Ouais. il y a une grosse approche aussi, folk et il y a du chant, même pas mal en fait. Oui, oui, oui. Alors bon, le chant, il est un petit peu... Bon, encore une fois, voilà, sur le plan technique, c'est peut-être un peu dispensable, mais... C'est extrêmement minimaliste et c'est Ouais. presque faux parfois, hein, mais Oui, c'est presque faux, mais je trouve que... Alors bon, évidemment, les détracteurs de Burzum diront que c'est de la merde absolue, et quelque part, je peux les comprendre, mais je trouve que ça apporte une espèce de côté authentique à la chose, parce que on sait que Varg, il a toujours fait un petit peu avec les moyens du bord, et que ça apporte sans doute beaucoup de choses à sa musique, et c'est vrai qu'il y a un petit côté émouvant à le voir faire ça du début à la fin, en fait. oui, je suis d'accord avec toi, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Louis Cachet, mais on peut pas lui reprocher d'avoir une vision artistique qu'il a Ouais. jamais déviée, qu'il a Ouais. jamais trahi. D'ailleurs, moi j'ai reçu il y a pas longtemps le carton d'invitation pour le baptême de son 6e enfant, voilà, qui est tout frais, qui est arrivé il y a pas très longtemps. Mais non, là il a arrêté pour de bon. Moi je serais pas tout à fait étonné quand même qu'il nous refasse le coup du «Ah, j'avais encore quelques pistes en stock Bah, sur un vieil ordi». la sortie de sa compilation, c'était déjà un retour, hein, parce que ça m'était complètement sorti de la tête, mais sur le webzine, j'étais retombé sur une actu qui annonçait la fin de Burzum, parce qu'il avait annoncé, je sais plus par quel biais, mais du coup, voilà, la sortie de cet album/compilation fait office de retour, du coup. Alors, effectivement, ça fait un peu patchwork, parce que je pense que c'est, comme tu dis, beaucoup de titres qui lui restaient un petit peu sur les bras, mais bon, voilà, on constate que même quand il dit qu'il s'arrête, il s'arrête pas à 100%. Je pense pas qu'il sortira de musique, mais évidemment, on le voit toujours alimenter son site internet, on le voit toujours sortir des livres. Voilà, je pense que ça, il y a eu sa chaîne YouTube aussi pendant un moment avant Qu'elle ne qu'elle saute. disparaisse. Voilà. Donc voilà, il est toujours très actif. Après, en musique, bon, je suis pas convaincu qu'on aura à nouveau du contenu vraiment pertinent de la part de Burzum. Je pense pas non plus, et même pour tout te dire, repris de justice qui a passé, je sais plus, 18 ans en tôle. Ouais, je sais Euh, plus exactement. ouais, voilà, qui est marié à une fille qui est assez probablement autiste dans le fin fond de la France et qui essaye de vivre avec ses 6 enfants de l'agriculture dans son jardin à coups de bêche. Enfin, si Bourzoum ressort des choses maintenant, on sait aussi que c'est parce que c'est très lucratif, hein, enfin... Oui, oui, je pense. Ouais. Bah, on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de rééditions qui sortent régulièrement, hein. On a vu des box cassettes, beaucoup de cassettes d'ailleurs, mais on voit que ça sort encore régulièrement, et je pense que voilà, il s'y retrouve un petit peu Ah là-dedans. la fameuse box cassette qui est sortie chez Dark Natural Rise il y a 2 ans, là, qui était une très belle box. Ouais. Typiquement, au passage, j'ai mis un gros taquet à Dark Natural Rise sur le dernier podcast parce qu'ils ont sorti, je t'avais parlé, cette box dissection absolument abusive là. Oui, je m'en souviens. Voilà. Celle de Burzum pour le coup était très belle, mais typiquement, je pense que Varg n'aurait jamais accepté un truc comme ça, de luxe et tout, un peu prestige, en jouant le jeu du black metal un peu mercantile, il y a quelques années. Oui, oui, c'est probable. Ouais. À mon avis, ça n'a pu se faire que parce qu'il a un petit peu vu. Enfin, je pense qu'il a réalisé il y a quelques années à peine que Burzum pouvait lui rapporter beaucoup d'argent, même sans faire de musique, de nouvelle musique. Mm. Enfin, bon, du coup, Burzum, évidemment que certains auront toujours un cas de conscience à écouter Burzum, hein, mais si ça peut vous rassurer en ce qui concerne sa musique purement... De toute façon, Burzum, ça a jamais tellement été ses paroles qui ont posé problème, c'est le monsieur Oui. qui a posé problème. Oui, oui, oui. Oui, oui, parce que on se souvient de l'épisode récent concernant le webzine sur Facebook, euh, parce que, je le rappelle, la page Facebook avait été mise... Enfin voilà, il y avait eu une mise en sommeil forcée pendant un mois, parce que il y a, je sais plus, il y a quelque temps, j'avais partagé sur la page Facebook une chronique qui avait été publiée sur le site. Et je pense que c'était la chronique de Solostan Manivestan, donc un album ambiant de Burzum, et un album qui a priori ne contient rien de réellement dangereux pour les jeunes âmes facilement choquées. Alors que sur le webzine, je pense qu'on a parlé de choses quand même bien pires sur le plan idéologique, donc ça m'a toujours un petit peu fait rire cet acharnement sur Burzum, alors que dans l'absolu, il
y a rien d'outrageusement dangereux, je pense. Moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est à tel point maintenant que tu n'as plus le droit d'écrire Bourzoum sur Facebook, hein. Enfin, C'est tu te ça. fais... Et d'ailleurs, c'est arrivé plusieurs fois sur la page Facebook, hein. C'est vrai qu'il y a un seul post qui était mis en cause, mais on en a parlé plusieurs fois sur le site, que ce soit pour des chroniques ou pour des articles d'actualité. Peut-être que dans quelques mois, j'aurai à nouveau une petite surprise de la part de Facebook qui se rendra compte un petit peu tard que j'ai chroniqué le dernier album, justement. Bon, on n'est pas à l'abri. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là pour ce... On en est à 1 heure déjà, ça fait 1 heure qu'on discute. On va résumer rapidement. Si vous devez commencer le Dungeon Synth, commencez par Von Graven, album Fjeltronen. Lunar Womb, album The Sleeping Green. Passez par la Suède avec Grim, Fard et Wintermoon, Into the Dragon's Dark Dominion si vous le sentez, mais c'est un peu secondaire, comme on l'a dit, comme on disait tout à l'heure. Oui. Attaquez-vous également forcément à 1 ou 2 Mortis dès débuts pour la culture, à 1 Fata Morgana, enfin le seul en fait, et surtout Bourzoum. De toute façon, si vous voulez... Enfin, j'en fais un tout petit crochet sur Bourzoum, mais la manière dont Varg composait sa musique, les thématiques, l'esthétique, même la mentalité un petit peu nerd, je fais ça surtout pour accompagner mes sessions de JDR et tout, l'âme du DS est là-dedans en fait. Ah oui, complètement. L'éthique, l'éthos en fait même du DS a été très majoritairement formé par Bourzoum, donc on peut pas y échapper en fait. Mais d'ailleurs, quand Varg, dans ses interviews, est questionné là-dessus, il cite explicitement les vieux RPG, les vieux jeux vidéo comme inspiration pour ses albums un petit peu ambiants, hein. Alors, il ne parle pas de Dungeon Synth parce que je pense qu'il est complètement déconnecté de tout ça, et c'est vrai que même s'il est considéré comme l'un des pionniers dans ce genre musical, je pense que voilà, il s'en fout complètement. Mais voilà, c'est vrai que quand il cite ses influences, je me rappelle plus de quelle interview il s'agit, mais il cite également Jean-Michel Jarre. Oui, il cite Jean-Michel Jarre, absolument. T'as tout à fait raison, il dit qu'il aime Jean-Michel Jarre et également Dead Can Dance, on les retrouve partout ceux-là. Voilà, donc encore une fois, on ne peut pas occulter voilà, la forte composante électronique du Dungeon Synth, même si on a tendance à perdre un petit peu tout ça. Bon, on a une belle conclusion sur ce que vous devez écouter, sur l'état d'esprit aussi, je pense, qu'on vous invite à emprunter pour écouter cette musique et pour la découvrir. Et je rajouterai quand même quelques suggestions personnelles plus récentes. Ah oui, vas-y, bien sûr. Edge Wizard, le projet américain qu'on aime beaucoup tous les deux. Le premier album, surtout, je crois qu'il a que 2 sorties à son actif. La deuxième est beaucoup moins intéressante, je trouve. Oui. On peut citer Mystic Towers, qui a 2 albums absolument extraordinaires, même si on est face à quelque chose de très minimaliste. Et je rajouterai à la fin K1, un projet russe, qui est de 99 pour le coup, donc c'est assez vieux. K1, donc C-A-I-N, l'album Child of Cold, qui peut être considéré comme un album de Winter Synth. Alors, je le trouve très hivernal dans son approche, mais c'est vrai qu'on a quand même des mélodies quand même un petit peu plus légères que ce à quoi le sous-genre, entre guillemets, nous habitue généralement. Ben, je mettrai ça en commentaire, je mettrai des liens pour qu'on puisse aller l'écouter directement, et je te rejoins complètement en particulier sur Edge Wizard qui est... Je pense que cet album est le meilleur, voilà. Je me suis régulièrement questionné, parce que c'est vrai que le Dungeon Synth est devenu quelque chose de très polymorphe, et même si je fais un petit peu office de nazi du genre, parce que j'ai tendance à considérer que ça c'est du Dungeon Synth, et que ça ce n'est pas du Dungeon Synth, quand je fais le bilan global de toutes mes écoutes, c'est toujours Edge Wizard qui vient en tête. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler si on parle de la scène américaine, parce que la scène américaine regorge d'artistes de grand talent. Je pense que c'est la meilleure scène nationale de toute façon, si on fait entrer les scènes originelles dans le calcul, je pense que c'est toujours les États-Unis qui viennent en premier. Ça heurte un petit peu notre ego d'Européens, je pense, mais je pense que c'est pas possible de considérer une scène européenne comme étant, n'importe quelle scène européenne comme étant ne serait-ce qu'égale à la scène américaine. Alors pour moi ça se joue au coude à coude avec la Finlande aussi, et d'ailleurs j'en profite pour ajouter rapidement un finlandais qu'on n'a pas cité et que j'aime beaucoup, qui est Old Sorcery.
Ah oui, oui, oui. Oui. All Sorcery avec le premier album Realms of Magical Sorrow qui est juste extraordinaire. Qui est probablement l'un des albums de Dungeon Synth le plus vendu de ces dernières années, que ce soit au Oui. format digital ou physique. C'est vrai qu'il est excellent cet album. Oui. J'aime un petit peu moins ce qui est sorti par la suite chez All Sorcery. J'aime moins aussi, mais celui-là, je l'ai en vinyle d'ailleurs, je crois. Il est monumental celui-là. Ah oui, il est splendide. Très 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 bon. Et le split avec Axandream est cool aussi. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Bon, et ben écoutez, voilà, une bonne introduction au Dungeon Synth, un peu généraliste, on a un peu brassé un peu partout. On va tâcher de... dire en même temps. Ouais, voilà, on est bien d'accord là-dessus. On va essayer de faire des émissions un petit peu plus ciblées sur des scènes nationales au cours du temps. Vraiment, prenez ce premier podcast de cette série comme une introduction générale au genre, qui n'est pas référentiel, hein, c'est juste le point de vue de deux passionnés du genre qui ont un point de vue, qui ont une approche un peu stricte du genre, peut-être, on peut dire ça. Oui. Voilà. On peut dire ça, oui. On peut dire ça. Ben écoutez, merci de nous avoir écoutés. Merci Max. Merci à toi pour l'invitation. Ah, vite fait, un mot sur tes projets à toi et ce que tu as fait pour la scène DS. Ce que j'ai fait pour la scène DS, bah déjà, tout ce que j'ai fait sur le webzine peut-être. Alors, on parle majoritairement de black metal dessus, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de chroniques, il y a pas mal d'interviews et d'articles plus thématiques sur le Dungeon Synth. On a une belle et longue interview avec des artistes français d'ailleurs, dont tu fais partie. C'est une vrai. interview qui est très intéressante. Après, j'ai tenu un petit label de Dungeon Synth pendant 2 ans, High Cathedral Records, donc de août 2018 à août 2020. Ça avait relativement bien marché, c'était une expérience très intéressante. Et puis oui, j'ai eu quelques projets de Dungeon Synth, j'ai eu Deathvartal Undead, j'ai eu Distant Monastery, Death Knight et d'autres que j'oublie sans doute. J'en ai eu beaucoup, c'est vrai que j'ai eu du mal à me cantonner à un seul projet. Ok. Il n'y a plus aucun de tes projets n'est actif, il me semble. Il y en a qu'un seul qui est arrêté officiellement, c'est Deathvartal Undead. Après les autres, c'est juste que je ne compose plus en ce moment, mais je ne m'interdis pas de ressortir des choses dessus à l'avenir. J'ai sorti il y a pas longtemps un album avec Death Knight, que j'avais sorti sur le label d'ailleurs, qui avait plutôt bien marché, j'étais content. Mais voilà, c'est vrai que en ce moment, je compose pas. Bon. Bah, Inch'Allah, ça reviendra. Tout à fait. Voilà. Écoute, encore une fois, merci, et on se dit à une prochaine fois, du coup. À la prochaine. Salut. Salut.